Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, je souhaite tout d'abord avoir un mot et une pensée pour Olivier Marleix et pour l'ensemble de ses proches, lui qui était particulièrement engagé sur les questions de souveraineté. Et ça permet de faire le lien avec la question d'actualité que je souhaitais vous poser, à savoir les finances des collectivités. Les collectivités qui sont aujourd'hui confrontées à un effet non pas ciseau, mais un effet cisaille, avec des dépenses qui progressent alors que leurs recettes sont stables, des dépenses qui progressent de la faute de l'État, point d'indice, CNRACL, transfert de charges. Sur les investissements, il faut être là aussi très clair, les investissements sont stables parce que les collectivités ont davantage recours à l'emprunt et font fondre leur trésorerie. Dans le même temps, j'ai un mot pour notre collègue Dany Wattebled parce que nous avons une commission d'enquête sur la commande publique qui rappelle le rôle structurant pour le soutien à nos entreprises locales. Dans le même temps, l'État est défaillant. Fonds national des aides à la pierre, il disparaît. Sur les mobilités, il n'est pas au rendez-vous. Vous avez missionné l'IGF, Monsieur le Premier ministre, le 19 mai dernier pour une étude sur la révision des aides, des subventions d'investissement aux collectivités avec une possibilité de fusion des ETR, des CIL et des autres dispositifs, de réduction du FCTVA alors que nous avions voté ici même l'annulation de la réforme voulue par votre prédécesseur. Donc nous vous demandons la publication de cette étude et ensuite, Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos intentions? Est-ce que vous comptez réserver un traitement extrêmement sévère avec 8 milliards d'économies, avec le retour des contrats de Cahors, avec une année blanche? Monsieur le Premier ministre, les élus ont le droit de savoir. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Uzenat. J'ai réuni avec mes collègues sous la responsabilité du Premier ministre l'ensemble des associations d'élus à Roquelaure au ministère pour débattre franchement, à partir de chiffres précis, objectivés, de l'état des finances locales. Cette méthode a été unanimement saluée par l'ensemble des participants. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place et ont rendu un certain nombre de conclusions. S'agissant, parce que c'est de ça que vous voulez parler, de la contribution des collectivités locales qui se pose, la question qui se pose, c'est à quelle hauteur et comment faire. Nous avons deux voies, bien sûr. Il y a la partie qui concerne le fonctionnement et il y a la partie qui concerne l'investissement. Alors, pour ce qui est de la visibilité, nous souhaitons donner, effectivement, ça a été dit dans ces groupes de travail, nous souhaitons donner de la visibilité, notamment en matière d'investissement aux collectivités locales. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'annexes à la loi de finances sur les 3 prochaines années. C'est un engagement que nous avons ensemble évoqué. Et puis, le contexte économique que nous connaissons a montré qu'il y avait eu un frein des dépenses en matière de fonctionnement des collectivités locales en 2024. Nous ne pouvons que nous en féliciter. À partir de là, je voudrais dire que des engagements ont été pris l'année dernière et je peux confirmer ici que ces engagements seront tenus. Je pense notamment au remboursement de 30% du DILICO qui avait été décidé par le Sénat et adopté. L'État a donné sa parole de rembourser un tiers. Ce tiers sera remboursé. Et puis d'autre part, ensemble, nous réfléchissons bien sûr à fournir des éléments de réflexion. Et c'est le Premier ministre qui bien sûr donnera sa vision le 15 juillet sur l'ensemble du dossier. Je vous en remercie. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous essayez de vous acheter du temps en annonçant les mesures après la fin de la session extraordinaire. Tout le monde l'aura bien noté. Monsieur le ministre, les élus locaux ne partagent visiblement pas tous votre sentiment parce qu'ils parlent de perte de temps sur les négociations. En l'occurrence, après les 7 milliards que vous leur avez demandé d'efforts pour 2025, là, c'est une solution absolument amère qui se prépare. Nous demandons le respect, le soutien des collectivités locales pour l'emploi, pour la transition, pour la souveraineté, de la justice. Et donc, nous serons de notre côté, nous, au rendez-vous. Je vous remercie. Madame la ministre Vautrin, il y a 8 jours, même endroit, même heure, ma collègue Colombe Brossel vous interrogeait sur cette idée insensée qui consiste à financer l'augmentation du complément de mode de garde pour les familles monoparentales en leur reprenant, en supprimant le bonus qu'ont les mêmes familles monoparentales. Mais vous n'avez pas répondu à la question de ma collègue la semaine dernière, donc j'y reviens. J'y reviens avec des éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux, ce sont les indicateurs sur la pauvreté parus cette semaine, qui nous apprennent que depuis qu'on mesure la pauvreté, jamais en France, il n'y a eu autant de personnes qui ont basculé dans la pauvreté. Notez bien que dans le même temps, jamais les riches ne se sont autant enrichis qu'ils l'ont fait depuis 2017. Ils ont multiplié par 2 leur patrimoine. En fait, le mantra du ruissellement,
c'est une cascade d'argent pour une poignée de gens et des flots de misère pour beaucoup d'autres. Et dans ces statistiques, il y a la spécificité des familles monoparentales. Ce sont elles qui ont le plus augmenté en pauvreté depuis les derniers recensements. Et aujourd'hui, plus d'un tiers des mères monoparentales et 40% des enfants sont dans la pauvreté. 300 000 familles ont basculé en 2023. Alors jusqu'à présent, nous vous demandions un statut pour les familles monoparentales. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est un plan d'urgence, un plan de sauvetage pour ces familles. Est-ce que vous allez agir ou est-ce que vous allez les laisser sombrer, elles et leurs enfants, dans la pauvreté? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Santé et des Solidarités des Familles, Madame Vautrin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, je vais revenir effectivement sur le sujet que vous venez d'évoquer, à savoir celui des familles monoparentales et particulièrement celui de la situation de la pauvreté. Pour rappeler que effectivement l'enquête qui a été rendue publique avant-hier, comme tous les ans d'ailleurs, mesure le taux de pauvreté à partir du revenu médian. Lequel revenu médian, il faut quand même qu'on le prenne dans nos chiffres, a augmenté de 0,9%. Le deuxième est sur la même période, quand on compare les chiffres, mais je ne vous ai pas dit que tout allait bien. Je prends les éléments factuellement. De la même manière, je prends tout aussi factuellement le fait que ces chiffres sont les chiffres de 2023 et qu'en avril 24, les prestations sociales ont augmenté de plus 4,6%. C'est strictement la situation. Je pense que quand on veut regarder une situation, on la prend totalement. Maintenant, pour répondre à la question que vous m'avez posée, Madame la Ministre, sur l'accompagnement des familles monoparentales et plus particulièrement des mamans solo, et j'arrive tout de suite sur les modes de garde. Et je reviens sur le complément mode de garde. Parce que si nous prenons là aussi les choses précisément, jusqu'à maintenant, le complément mode de garde, c'était 3 forfaits, circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, la réforme que nous avons proposée, c'est le complément mode de garde prend en compte la composition de la famille, maman solo ou couple, le nombre d'enfants, le nombre d'heures nécessaires à la garde d'enfants. Et c'est à partir de là que l'on constate le reste à charge. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de notion de bonus, parce que chaque situation est unique et permet d'avoir une réponse qui augmente l'accompagnement de la famille. Deuxième élément extrêmement important, c'est que jusqu'à maintenant, nous étions de 3 à 6 ans. Pour les familles monoparentales, nous passons de 6 à 12 ans. Donc vous le voyez, c'est là aussi quelque chose de beaucoup plus complet, puisqu'on va plus loin dans l'accompagnement de l'enfant. On a une lecture qui est une lecture plus juste, parce qu'évidemment, les mamans solo ont besoin de ces réponses extrêmement concrètes. Le gouvernement est au rendez-vous. Merci. Madame Rossignol. Madame la Ministre, 40% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça devrait vous bouleverser et vous mobiliser. Ce que vous proposez comme réforme du complément mode de garde, un engagement pris il y a au moins 2 ans par le gouvernement qui a été reporté, que vous avez à mettre en place, vous le financez néanmoins par la suppression du bonus pour les familles monoparentales. Allez leur expliquer, parce que voyez-vous, moi je crois à l'expertise. Je crois à l'expertise des familles. Je crois que ces mères qui se débrouillent avec des budgets terribles savent exactement ce qui les attend avec ce que vous proposez. Nous aurons à en discuter. Et par ailleurs, je vous redis ce que j'ai dit il y a un instant, un plan de sauvetage, un plan d'urgence pour les familles monoparentales, parce que dans votre réponse, ça ne figurait pas. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Paris accueille à partir d'aujourd'hui la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont je souhaite saluer les délégations qui sont réunies aujourd'hui même au Sénat pour leurs travaux. La France préside également la francophonie institutionnelle jusqu'en 2026. Elle doit être à la hauteur de cette tâche. Or, nous avons appris que le gouvernement s'apprête à réduire de 75% la contribution financière de la France à l'Agence universitaire de la francophonie, dont l'exercice budgétaire en cours. Cette coupe brutale menace l'existence même de l'agence. C'est d'autant plus incompréhensible que lors du sommet de Villers-Cotterêts, l'AEF a été chargée de porter plusieurs projets phares, notamment le programme international mobilité employabilité francophone, c'est Erasmus francophone, dont le pilote devait être lancé à la rentrée 2025. Le signal de désengagement envoyé par la France à ses partenaires est dévastateur.
Au moment où nous devrions renforcer nos liens avec les pays francophones, vous mettez à mal le travail diplomatique et d'aide au développement mené par l'AUF. Contrairement à la France, l'agence a pu maintenir une présence dans les pays du Sahel et continuer à y promouvoir les valeurs de la francophonie en favorisant l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat ou la réduction de la fracture numérique. Ce travail est essentiel si nous voulons lutter contre l'influence des puissances déstabilisatrices chez la jeunesse francophone d'Afrique et d'ailleurs. Avec 46 autres parlementaires de tous les rangs dans cette assemblée et dans l'autre assemblée, l'Assemblée nationale, ont signé un courrier au président de la République. Nous vous demandons donc aujourd'hui même de revenir sur cette décision incompréhensible. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de la francophonie et des partenariats internationaux. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Yan Chantrel, je tiens à préciser que malgré les circonstances budgétaires actuelles, la France tient son rang et demeure le premier bailleur de la francophonie multilatérale. Pour 2025, ce sont près de 35 millions d'euros mobilisés au service de la francophonie. Notre objectif est clair, faire rayonner la langue française et le plurilinguisme et promouvoir un espace d'opportunité. Vous le savez, les crédits de la mission Aide publique au développement ont cette année subi une baisse totale d'environ 40%. La part des crédits multilatéraux, dont ceux de la francophonie institutionnelle, a été du coup affectée d'environ moins 50%, dans la mesure où ces crédits incluent notre contribution statutaire à l'OIF, qui ne peut pas être ajustée, notre soutien aux opérateurs de la francophonie, dont l'Agence universitaire de la francophonie a dû baisser d'environ 70%, vous l'avez rappelé. Nous avions tout de même mobilisé l'année dernière un peu plus de 12 millions d'euros en appui aux 16 engagements pris par le Président de la République lors du sommet de Villers-Cotterêts. Ces fonds sont déjà engagés pour la période 2024-2026 et une grande partie l'a été au bénéfice de projets mis en œuvre par l'AUF. Je citerai par exemple la troisième phase du dispositif Apprendre ou le programme PIMEF que vous avez mentionné tout à l'heure, ou encore le Collège international de Villers-Cotterêts que nous devrions inaugurer en septembre prochain. Nous travaillons étroitement avec le recteur de l'AUF pour diversifier ses ressources et rendre l'organisation plus solide à terme. Concernant notre subvention 2025 à l'AUF, avec Jean-Noël Barrot, nous travaillons actuellement pour identifier des solutions pérennes. Il conviendra d'examiner au cas par cas comment amortir cette contrainte budgétaire sur 2026 sur des enjeux essentiels pour le rayonnement de la France et qui nous tiennent tous à cœur. Merci. Vous avez 5 secondes. Donc, Monsieur le Premier ministre, je m'adresse directement à vous parce que ce sujet va être sur votre bureau pour que vous reveniez sur cette coupe qui est un affaiblissement de notre pays au niveau international.